Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, on va faire aujourd'hui un point sur la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine, parce qu'il y a une décision qui était très attendue, qui a été importante mercredi dernier, et donc on va voir un peu, voilà, dans quel contexte cette décision s'inscrit. Et alors, pour bien comprendre la politique, ce que fait la Réserve fédérale américaine, la Banque centrale américaine, c'est bien de voir dans quel contexte elle agit. Voilà. Parce que pourquoi est-ce qu'elle agit en ce moment? C'est parce qu'il y a de l'inflation. Vous le savez, il y a beaucoup d'inflation aux États-Unis comme en Europe, peut-être même un peu plus aux États-Unis qu'en Europe. Et on vous a mis ici le graphique de l'inflation depuis les années 60 aux États-Unis, et surtout le graphique de l'inflation cœur. L'inflation cœur, si vous voulez, c'est l'inflation retraitée de tous les éléments de hausse de prix de produits alimentaires et énergétiques, qui sont des hausses de prix qui sont indépendantes de l'économie, qui sont exogènes, qui impactent l'économie bien entendu, mais si vous voulez, si le prix du pétrole monte parce qu'il y a un conflit au Moyen-Orient, c'est pas dû au fonctionnement interne de l'économie américaine, c'est pas une résultante du fonctionnement de l'économie américaine. De la même manière, si tout à coup il y a une sécheresse et le prix du blé monte, c'est la même chose. Bon. Donc, ce qui est intéressant pour la Réserve fédérale, c'est de juger quelle est l'inflation cœur américaine, celle qui résulte des tensions entre l'offre et la demande. C'est là-dessus qu'elle peut agir. Donc, c'est ça qu'elle regarde. Et vous voyez, on vous a mis une ligne orange pour que vous situiez bien où on est aujourd'hui par rapport à l'historique. Eh bien, on est monté à un niveau très élevé, proche de 7%. Et on n'avait pas vu ce niveau depuis les années 80. Voilà. Et encore, donc ça veut dire il y a 40 ans. Et encore, si vous voulez, quand ça se produit dans les années 80, en fait, vous voyez, il y a une grande baisse de l'inflation. Donc on est dans un grand mouvement de désinflation. Donc c'est pas la même chose, parce que là, on a un mouvement d'inflation. Bon. Et donc, la dernière fois où on retrouve ce mouvement d'inflation, c'est les années 70. Voilà. Donc il faut remonter à quasiment 50 ans pour retrouver ce niveau et cette tendance d'inflation. C'est très impressionnant. Et alors, si on veut bien regarder encore d'un peu plus loin, quelle a été l'inflation? Alors là, on n'a pas l'inflation cœur, hein, on a l'inflation depuis le début du XXe siècle. Eh bien, on voit qu'il y a trois grandes périodes d'inflation. La guerre de 14, la guerre de 40 et les années 70. Mais les années 70, vous savez, c'est la guerre du Vietnam hein, qui va se terminer en 75. Et donc ça veut dire que au moment où il y a cette forte inflation, ça correspond à des moments de très fortes dépenses des administrations publiques américaines, parce qu'elles font la guerre. Bon, et donc elles injectent beaucoup d'argent. Et aujourd'hui, on a à nouveau une très forte inflation, quasiment, peut-être pas aussi forte, mais du même ordre de grandeur que celle qu'on a eue au moment des guerres. Eh bien, ça correspond également, et voilà, on vous a mis le graphique ici, à une période de très forte hausse des dépenses des administrations publiques américaines, parce qu'il y avait le Covid. Voilà. Et donc, quand il y a très forte augmentation des dépenses budgétaires, eh bien, ça coïncide avec une très forte inflation. Bon. Et voilà, c'est très intéressant à voir. Et il est clair, si vous voulez, que la Réserve fédérale américaine est bien consciente de ça. Et on l'a vu dans la dernière conférence de presse de Jérôme Powell, il en a parlé, parce que la question lui a été posée, on lui a dit, bah oui, mais c'est les dépenses de l'État qui ont contribué à l'inflation. Il a dit oui, mais c'est plus le cas aujourd'hui, parce qu'il y a une réduction de ces dépenses. Mais comme vous voyez dans le graphique, elles ont tout de même été très importantes avec la crise du Covid. Et puis, bon, elles ont été un peu remontées également parce que vous savez qu'il y a un soutien militaire assez important des États-Unis en faveur de l'Ukraine. Enfin, c'est moins important tout de même que ce qui était au moment du Covid. Bon. Mais il faut avoir en tête que ça, c'est un élément, la réduction de ces fortes dépenses, fortes injections budgétaires de la part de l'État, cette réduction, c'est un élément de désinflation qui va s'ajouter à la politique de la Fed, et la Fed en est consciente. Voilà. Il faut avoir ça en tête. Et à partir de là, dans quel environnement la Fed elle agit? Ben, la Fed elle sait que quand elle agit, elle bénéficie de plusieurs éléments qui lui permettent d'agir. Et le premier, c'est qu'on a un niveau de chômage. On vous a mis ici un niveau de chômage aux États-Unis qui est le plus bas depuis 60 ans. Voilà, c'est impressionnant. Il faut remonter dans les années 60 pour avoir un niveau de chômage aussi bas.
Alors, ça veut dire qu'on est vraiment très très fort plein emploi. Et parallèlement à ça, si on regarde l'endettement des ménages, le bilan des ménages, si vous voulez, eh bien vous voyez qu'il s'est beaucoup assaini depuis la crise de 2008. Voilà, on vous a mis ici les dettes des ménages américains en pourcentage du produit intérieur brut. Bon, et vous voyez que en 2008, pendant la crise du subprime, on était à 100%, et que là, on a vraiment retracé, on est à 75%. Voilà. Donc il y a eu un vrai assainissement depuis maintenant une quinzaine d'années, un peu plus, du bilan des ménages. Et donc la Fed, elle agit sur, elle sait que quand elle agit, elle n'a pas à craindre d'un surendettement des ménages. Et si on regarde la progression du crédit des entreprises, corporate business, en dollars courants, depuis le début des années 2000, vous voyez qu'on a une progression sur les 19 dernières années d'à peu près 4,8% par an, c'est-à-dire à peu près le rythme de l'inflation plus de la croissance. C'est l'augmentation du PNB à peu près en dollars courants. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas eu de dégradation non plus sur ce plan-là. Et donc ça veut dire que la Fed peut être assez sereine si elle a besoin d'agir, et donc c'est ce qu'elle fait. On vous a mis ici, on vous l'a déjà mis, le graphique des taux d'intérêt de la Fed, de la Réserve fédérale, c'est-à-dire les taux auxquels elle refinance l'économie américaine. Et vous voyez, à partir de 2022, ça monte extrêmement brutalement, extrêmement vite. On passe de 0 à quasiment 5%, parce que ça, c'est un graphique qui est fait avant la réunion de la Réserve fédérale, qui a décidé une augmentation supplémentaire de 25 points de base mercredi dernier. Bon. Et si vous comparez, par exemple, à la hausse des taux qui a eu lieu en 2016, elle est beaucoup plus forte. En 2016, c'est une espèce d'escalier. En 2022, c'est une falaise. Elle est beaucoup plus brutale et elle va beaucoup plus haut. Voilà. Même en 2004, on ne retrouve pas ce niveau de hausse. C'est un peu, si vous voulez, une réplique de la baisse qui a été faite par la Réserve fédérale au moment du Covid. C'est une réplique en plus accentuée. Voilà, c'est très impressionnant. Et on peut dire, si on regarde ça objectivement, hein, c'est pas... on est tous un peu subjectifs par rapport à ce qui se passe, mais si on regarde les choses objectivement, on peut dire que c'est une réussite. C'est-à-dire, on peut dire que la Fed, aujourd'hui, elle a réussi. Bon. Parce qu'on vous a mis ici les anticipations d'inflation à 5 ans. Voilà. Il y a les anticipations d'inflation à 5 ans des acteurs économiques américains. Vous savez, c'est très important, les anticipations en général dans l'économie. C'est tout l'apport de l'école de Chicago, l'école de Friedman. Et on pense chez Ibou, d'ailleurs, nous, on pense que c'est vraiment un des fondamentaux de l'économie et même de l'investissement. Nous, quand on fait un investissement, on établit des anticipations à 5 et 10 ans, des anticipations à long terme. Parce qu'au bout de la route, c'est ça qui guide l'économie. Si vous achetez une maison, vous allez vous demander quels sont les prix à 6 mois. Mais est-ce que dans 5 ans, ma maison sera plus ou moins chère? Voilà. Est-ce que dans 5 ans, si j'emprunte aujourd'hui à 3%, est-ce que j'aurai plus ou moins de taux d'intérêt à payer? Vous allez vous diriger dans vos investissements importants, acheter une voiture, acheter une maison, sur ces anticipations à moyen et long terme. Donc ça, c'est très important pour l'économie. Et vous voyez que ces anticipations des acteurs économiques américains, on vous a mis un trait orange, elles sont revenues à un niveau bas par rapport au début des années 2000, elles sont revenues un tout petit peu au-dessus de 2%. Voilà, ça c'est un niveau bas parce que vous voyez que presque tout le temps, sauf au moment des crises déflationnistes, 2008, 2020, et puis bon, je ne sais pas ce qui se passe en 2016, mais bon, à part ces moments-là, on est quasiment tout le temps au-dessus. Donc on est revenu à un niveau bas, et si on fait un zoom, eh ben vous voyez, ça correspond à l'action de la Réserve fédérale américaine, c'est-à-dire qu'un tout petit peu après le début de ces hausses, au début de 2022, à peu près à partir du printemps 2022, on commence à avoir une baisse des anticipations. Ça veut dire qui s'est accentuée au fur et à mesure des hausses des taux de la Fed. Voilà. Donc ça veut dire que la Fed, elle a vraiment réussi à faire le job. Voilà. Ça, c'est très intéressant. Et on le voit également au niveau des marchés obligataires, ce qui est normal. Hein. Le marché obligataire, il s'ajuste sur des anticipations long terme. Et donc là, on vous a mis des obligations à 10 ans, hein, parce que les taux d'intérêt à long terme, c'est très important dans les investissements de l'économie, donc dans ce qui va générer la croissance à long terme de l'économie. Et donc, vous voyez, les obligations à 10 ans, eh bien, elles sont rentrées dans un canal baissier à peu près au même moment. Voilà. Et donc, voilà, ça, c'est un niveau vraiment intéressant. Et si on regarde le niveau auquel on est arrivé,
on vous la met ici en orange, parce qu'on a l'impression qu'on est haut. On est arrivé à 3,5%. Bon, on a l'impression qu'on est haut, mais si on regarde un historique depuis le début des années 60, eh ben on est quasiment dans les plus bas. Voilà. Il n'y a que les périodes où les taux étaient à 0, où les taux à 10 ans étaient plus élevés. Voilà. Et en plus, on n'a pas forcément fini la baisse des taux à 10 ans américains. Donc voilà, tout ça c'est très intéressant. Et pourquoi est-ce que la Réserve fédérale a réussi? Eh ben, elle a réussi, si vous voulez, parce qu'en fait, elle a réussi à faire baisser ce qu'on appelle Personal Consumption Expenditure Inflation. Voilà. C'est-à-dire le prix, l'inflation des prix à la consommation. Voilà. Donc ça veut dire qu'elle a vraiment réussi à peser sur la demande par rapport à l'offre. Alors c'est vrai, vous le savez tous, l'offre s'est ouverte. Ça a été très important, parce qu'un des éléments de l'inflation, ça a été la hausse des intrants, mais également le fait que l'offre s'est fermée, parce qu'il y a eu des confinements en Chine, il y a eu des problèmes d'approvisionnement en composants, il y a eu des problèmes de fret. Voilà, tout ça a fait qu'on a eu des chaînes logistiques, des supply chains qui ont été contraintes. Bon, et c'est vrai que depuis quelque temps, elle s'ouvre à nouveau. Donc l'offre s'est ouverte au moment où la demande commençait à se réduire sous l'impulsion de la Fed. Et donc vous voyez sur le graphique là, on voit très bien cette inflexion à la baisse des prix à la consommation, du niveau d'inflation de ces prix à la consommation, et de leur projection. Et vous voyez ensuite, on a une espèce de petit bâtonnet, un à peu près fin 2023, un fin 2024, un fin 2025. Bon. Et ces petits bâtonnets, ça correspond, si vous voulez, aux anticipations de là où on sera, cette inflation des prix à la consommation par les membres de la Réserve fédérale. Voilà. Et vous voyez que ces anticipations sont en forte baisse, allant jusqu'à 2%. Donc ça veut dire que la Réserve fédérale a vraiment l'impression d'avoir réussi le job. Et ça n'a pas que des conséquences sur la consommation courante. L'autre élément où ça a des conséquences fortes, cette hausse des taux de la Fed, c'est tout ce qui est immobilier. Et vous savez, l'immobilier, c'est très important aux États-Unis. Voilà. C'est très important parce que c'est au cœur du rêve américain de construire une maison pour déployer, élever sa famille. Voilà, c'est vraiment très important, au point que les Américains s'endettent très souvent sur 30 ans. C'est vraiment le taux hypothécaire, la durée hypothécaire importante, celle qu'il faut prendre en compte quand on regarde le marché immobilier américain. Et donc c'est ce qu'on a fait ici. Vous avez les taux de la Réserve fédérale en bleu, donc les taux auxquels la Réserve fédérale refinance l'économie, et en rouge, les taux hypothécaires de crédit immobilier à 30 ans. Voilà. Et donc vous voyez que forcément la hausse de l'un a impacté l'autre, et on est remonté sur les taux à 30 ans à un niveau très élevé, à 6,5%. Nous empruntez 6,5% sur 30 ans, c'est vraiment très élevé. Donc ça veut dire que ça a eu un vrai impact, et donc ça a impacté directement l'activité de la construction aux États-Unis. Et on vous a mis ici un graphique de la NAHB, North American House Builders, qui est un indice que cet organisme fait avec la banque Wells Fargo. Et vous voyez, cet indice, c'est un indice précurseur d'activité, donc qui prévoit ce qui va se passer. Il est en bleu. Et on vous a mis en pointillé, enfin on vous a pas mis parce qu'on a trouvé ça sur le site de la NAHB, et la NAHB met en rouge pointillé les départs de chantier pour les maisons familiales, encore une fois ce qui est au cœur du rêve américain, et vous voyez qu'il y a une baisse assez forte des deux, puisqu'on était à 1 million, plus d'1,2 million ouvertures de chantier, et qu'on est passé à aujourd'hui à 800 000. Donc on a retracé tout de même de 400 000 maisons, c'est important. On est revenu au niveau de 2019, voilà, et l'indicateur avancé est encore plus bas. Donc on peut s'attendre encore à ce que ça continue à baisser. On peut dire que vraiment l'action de la Réserve fédérale, on voit qu'elle a eu des effets sur l'économie réelle, et que à cause de ces effets, probablement, eh bien, elle a eu des effets sur l'évolution des anticipations et du marché, et ces effets sont favorables par rapport au but poursuivi. Voilà. Mais alors là, subitement, quand on en était là et qu'on pouvait se dire, voilà, les choses se passent comme on l'aurait voulu, eh bien, il est arrivé une crise bancaire. Voilà. Et bon, vous connaissez tous, c'est pas la peine d'en parler. Il y a eu un bank run.
Voilà. C'est-à-dire que les gens, tout à coup, ont retiré leurs dépôts d'une banque. Mais ce qui était très intéressant dans la conférence de Jérôme Powell de mercredi dernier, si vous voulez, c'est qu'il a beaucoup insisté pour dire c'est une rapidité de bank run qu'on n'avait jamais vue historiquement. Voilà. Pourquoi? Si vous voulez, c'est parce qu'aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, on peut faire des retraits de manière digitale, et donc quand tout à coup les gens prennent peur, ça va très 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 vite. Voilà. Donc ça, c'est très important pour la réflexion de la Fed, c'est-à-dire qu'elle n'a pas toujours le temps d'agir. Bon. Et la deuxième chose qu'on sait sur cette crise, c'est qu'elle a eu lieu dans une banque qui était mal réglementée. Bon, vous le savez tous, mais c'est parce que Donald Trump avait déréglementé les banques de moins de 250 milliards de dollars de bilan. Voilà. Et nous, quand on a été voir après, parce qu'on ne connaissait pas la SVB, donc on a été voir après son rapport d'activité, on avait été très étonnés de voir que la banque disait qu'elle n'avait pas de ratio LCR, vous savez, c'est Liquidity Coverage Ratio, qui mesure les liquidités par rapport à une potentialité de retrait sur 30 jours de crise, et qu'elle n'avait pas ce ratio parce qu'elle n'était pas tenue de l'avoir. Voilà. Et troisième point qu'il faut retenir de cette crise, c'est qu'il y a eu un problème bilanciel. Voilà. Donc, rapidité du bank run, manque de réglementation des liquidités et un problème bilanciel parce que l'action de la Fed, on pense toujours, et c'est ce qu'on vous a montré, à son impact sur l'économie réelle, c'est-à-dire sur les comptes d'exploitation, on passe pas toujours à son impact sur le bilan. Voilà. Et ça a eu un impact fort sur le bilan parce que l'ensemble des investissements obligataires des agents économiques ou immobiliers, ont été brutalement affectés. Et ça touche les banques, les compagnies d'assurance. Peut-être demain les hedge funds, il faudra vérifier, faire attention aux hedge funds. Mais ça a aussi touché les ménages. Voilà. Et on vous montre ici les conséquences de la hausse des taux de la Fed, non plus sur la construction, non plus sur l'activité, mais sur le prix de l'immobilier. Et vous voyez qu'en 2022, on a une baisse du prix de l'immobilier aux États-Unis. Voilà. Et ça, on n'avait pas vu ça depuis la crise des subprimes. Et puis avant, depuis la très très grande crise immobilière du début des années 90, que vous avez peut-être pas connue, mais que moi j'ai bien connue, qui avait été une crise très impressionnante, même en France, voilà, qui a généré une forte baisse de l'immobilier. Voilà, donc ça veut dire que ça impacte tous les bilans. C'est ça qu'il faut savoir. Et donc, Jérôme Powell a dit dans cette conférence, c'était très intéressant, il a dit, voilà, nous, à la Réserve fédérale, on était bien conscients que ça impacterait les bilans. Voilà. Mais il n'avait peut-être pas pris en compte qu'il y aurait une mauvaise gestion de leur bilan par certaines banques par rapport aux problématiques de liquidité. Bon. Et alors, la riposte à cette crise bancaire des autorités américaines a été très forte. Comme toujours, vous savez qu'on a vraiment une certaine admiration pour la manière dont la Réserve fédérale américaine gère les affaires monétaires aux États-Unis. Et comme toujours, ils ont frappé vite et fort, ce qui est le secret de la réussite. Bon. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit qu'ils garantissaient les dépôts des banques qui étaient dans la crise sans limite. Alors qu'il y avait normalement une limite de 250 000 $ par compte. Voilà. Et ils ont fait ça pour juguler la peur. Retirer la peur dans les mécanismes de fonctionnement des déposants, des épargnants américains. Et ensuite, ils ont dit que les banques pouvaient déposer leurs actifs à la Réserve fédérale sans décote. Ça, c'est très important. Quand vous êtes une banque, vous avez au passif, vous avez des dépôts et un capital. Et peut-être un peu de dette. Bon. Mais vous avez globalement des dépôts et du capital. Et puis, à l'actif, en quoi est-ce que vous investissez ces dépôts, ce capital? Vous avez nécessairement un actif qui est égal au passif. Bon. Et donc, dans cet actif, ce sont surtout des crédits et des placements obligataires. Voilà. Puis un peu d'immobilier, parce qu'il faut que vous ayez vos agences bancaires, etc. Bon. Et quand la Réserve fédérale dit, vous pouvez déposer vos créances auprès de la Réserve fédérale sans décote, ça veut dire que si vous avez acheté une obligation sans, et que ce qui s'est passé avec la Silicon Valley Bank, que tout à coup cette obligation ne vaut plus que 90 ou 85, vous pouvez la déposer à la Réserve fédérale qui va pas vous prêter le prix du marché 85, mais qui va vous prêter 100. Parce que la Réserve fédérale sait que l'obligation, si vous la portez jusqu'à l'échéance, elle va être remboursée 100, donc vous n'allez pas perdre d'argent. Vous perdez d'argent que si vous êtes obligé de la vendre dans le mi-temps où vous l'avez achetée,
et au moment de son remboursement. Et donc, en disant aux banques, vous pouvez amener vos titres, ils vous prêtera la somme équivalente, sans décote, elle annihile toute possibilité de crise bancaire générée par une crise bilancielle. C'est extrêmement important, c'est extrêmement intelligent, c'est extrêmement important, et il faut avoir ça en tête. Voilà. Parallèlement à ça, elle dit, la Réserve fédérale, que malgré ces mesures qu'elle a prises, elle a bien conscience que, si vous voulez, toutes les banques moyennes, si vous voulez, c'est assez important. Il faut savoir que les grandes banques prêtent, les banques qui ont plus de 250 milliards de bilan, elles prêtent à peu près un petit peu moins de 50% des crédits bancaires aux États-Unis. Donc, ça veut dire toutes les autres banques, les banques moyennes, les petites banques et les caisses d'épargne, savings and loans, etc., elles prêtent les autres 50%. Donc, voilà, les savings and loans, je ne sais pas très bien quelle est leur réglementation. Mais ça veut dire que les banques moyennes et petites, qui ne sont pas réglementées, elles doivent prêter à peu près au moins 30%, vous voyez, de l'ordre de 30%, peut-être plus, je ne sais pas quelle est la part des caisses d'épargne, des crédits aux États-Unis. Bon. Et donc, ça veut dire que toutes ces banques moyennes et petites, elles ont peur. Même si elles ont les liquidités et tout pour faire face, elles ont peur qu'il y ait un bank run. Donc, tout ce qu'elles sont tous en train de faire, c'est de solidifier leur bilan. Et même les grandes banques, elles se disent, puisque les banques moyennes solidifient leur bilan, donc ça veut dire que pour solidifier leur bilan, elles vont probablement prêter moins pour avoir plus d'actifs liquides. Donc il va y avoir un credit crunch, une réduction du crédit. Et donc moi aussi je vais réduire les crédits parce que l'économie va retracer en arrière. Voilà. Donc ça veut dire que on peut pas le savoir, c'est difficile à savoir, mais ce qu'a dit Jérôme Powell, c'est que on s'attend à ce qu'il y ait des conséquences de la crise bancaire actuelle sur la fourniture de crédit à l'économie américaine, et donc, dans un second temps, sur l'économie américaine. Et donc, ce qu'il dit, c'est que donc, si ce phénomène se produit, ça aura le même effet sur l'économie que si on augmente les taux. Donc, d'une part, on ne va pas beaucoup augmenter les taux cette fois, on fait que 25 points de base, et d'autre part, je ne donne pas de guidance, je ne donne pas de prévision sur ce que nous allons faire dans les prochains mois, parce que ça va dépendre de l'impact de la crise bancaire, le bank run, sur les crédits qui sont faits à l'économie. Voilà. Et en même temps, il a très très fortement réaffirmé un objectif de 2% pour tenir les anticipations à long terme. Donc vous voyez, comme tout ça, nous, chez Hibou, ça nous paraît très pragmatique, très intelligent. Voilà. Il dit concrètement, on prend en compte l'ensemble des phénomènes et pour aller à 2% de désinflation. Et si l'économie ralentit, forcément, on ne va pas monter les taux. Il ne dit pas qu'il va les baisser, il ne dit pas encore, mais ça peut se produire. On est bien d'accord chez Hibou qu'au vu de la conférence de Powell de mercredi dernier, il apparaît clairement que la Fed est consciente et prend en compte tous les éléments qu'il faut prendre en compte. Et à partir de là, on va aller regarder quelles sont les anticipations des membres de la Fed. Et oui, c'est très intéressant. Vous savez, chaque membre de la Fed fait une anticipation sur ce qui va se passer. Et donc, pour ce qui est de la croissance, pourquoi c'est intéressant, c'est que comme on voit bien dans ces conférences qu'ils savent bien prendre en compte l'ensemble des éléments, on peut dire qu'il y a une certaine fiabilité, pas 100%, mais il y a une certaine fiabilité dans leurs prévisions collégiales. Hein. Et donc, vous voyez, pour ce qui est de la croissance, ils prévoient un soft landing, ils ne prévoient pas une récession forte. Nous, chez Hibou, on est un peu plus inquiets parce qu'on pense que l'économie est actuellement en surchauffe, donc une économie en surchauffe, seulement, elle fait un peu plus qu'un soft landing. Enfin, eux, ils prévoient un soft landing. Vous voyez, on vous a mis en orange pour l'année 2023. Ils prévoient une croissance un peu supérieure à 0%. Et ensuite, qu'on repart en avant avec une croissance à long terme à 2%. Bon, pas très forte, mais une croissance solide. Et si on regarde du côté du chômage, ils prévoient une légère augmentation du chômage en 2023-2024, stabilisation en 2025 et baisse en de long run, sur la longue route, autour de 4%. Donc un peu au-dessus du niveau actuel, mais tu vois, un très bon niveau de chômage, il y a toujours un chômage structurel. Hein. Et si on regarde l'inflation, il prévoit une baisse de l'inflation, vous voyez, en 2023, 2024, 2025, pour, en de long run, être à 2%. Voilà. Ils pensent y arriver en 3 ans. Donc une baisse graduelle, mais enfin assez significative dès 2023 et qui s'accentue en 2024. Voilà. C'est très intéressant. Et ça, c'est vrai pour l'inflation, le graphique du dessus, et pour l'inflation cœur, le graphique en dessous. Voilà. Et si on regarde, c'est le dernier point à regarder, et c'est très intéressant, quelles sont les prévisions
de taux d'intérêt des différents membres de la Fed. Donc, vous voyez, chaque membre, c'est un petit point. C'est très, très amusant. Et bien, vous voyez, pour 2023, faut regarder là où est le peloton. Hein. Bon. Ben, le peloton, il est pour des taux qui vont un tout petit peu au-dessus de 5, donc encore un chouïa, peut-être encore 25 points de hausse des taux d'intérêt américains. Et puis en 2024, une frange décrue puisqu'on descend à 4%, un tout petit peu au-dessus de 4. Et puis 2025, encore une décrue, on descend en dessous de 3. Et en de long run, à 2,5%. Voilà. Donc tout ça, ça va dans le sens d'une stabilisation. Et pour que vous voyez bien ce que ça veut dire, on vous a mis ici l'historique des taux de la Fed depuis 1970. Et vous voyez, les petits bâtonnets qui sont à la fin, ce sont les anticipations des membres de la Fed. Et vous voyez que, on va revenir à un niveau qui historiquement est bas. Non, pas au niveau des années à taux zéro, hein. Un niveau qui historiquement est bas. Et donc, tout ça est très favorable. Et ça participe à ce qu'on pense chez Ibus. On pense qu'on n'est pas une crise majeure, on est dans un moment de normalisation de l'économie. Et donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, on peut dire à ce stade, hein, parce qu'on peut changer, à ce stade, comme on dit en mathématiques, toutes choses étant égales par ailleurs. Voilà. Premièrement, la crise bancaire est jugulée parce que la Fed a eu la volonté et a mis en face les moyens pour le faire. Voilà. Et que si elle ressurgit, c'est comme un incendie, il y a une flamèche qui peut être envoyée par le vent plus loin et puis une crise peut repartir dans un autre état sur une autre banque, eh bien, on aura la même réaction de la Fed. Donc, il ne faut pas s'inquiéter, à notre avis, de ça. Deuxièmement, le risque de contraction du crédit, il est bien pris en compte, il peut effectivement avoir lieu, mais c'est ce qu'a dit la Fed, c'est qu'elle le compensera au niveau des taux. Voilà. C'est-à-dire, soit elle montera moins ses taux, soit éventuellement elle les baissera. Voilà. Donc ça aussi, c'est favorable. Troisièmement, il est clair maintenant, au vu des anticipations des membres de la Fed, de tout ce qu'on a dit, qu'on est au début de la fin de la hausse des taux. C'était un calvaire pour les marchés, la hausse des taux. Voilà, on est à la fin de la hausse des taux de la Fed. Voilà, là, c'est très favorable. Quatrième point, eh bien, il faut s'attendre, ce sont les prévisions du comité de la Fed, il faut s'attendre à une décrue lente. Voilà, ça va pas se faire brutalement. Il va y avoir une décrue lente et de l'inflation et une hausse lente du chômage. Voilà, tout va se faire lentement. Il va falloir 2-3 ans pour revenir dans la norme. Et c'est nécessaire parce qu'il faut juguler un précédent excédent de liquidité qui est celui du Covid. Voilà. Et donc, on va avoir à peu près, il faut s'attendre à ça, jusqu'en 2025, on va avoir une économie molle. Et puis après, on va avoir de la croissance, une prévision de 2%, mais une bonne croissance, résiliente, mais lente. Voilà. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire pour un investisseur? Eh bien, ça veut dire, si vous voulez, de notre point de vue, chez Ibou, ce que l'on pense de ça, bon, d'abord, ça nous paraît tout à fait rassurant. Il faut d'abord qu'on soit rassuré. Il ne faut pas se laisser guider par la peur, il faut se laisser guider par le rationnel. Mais on a l'impression, si vous voulez, qu'il n'y a ni upside boursier, ni downside boursier, hein, comme disaient les Américains. Voilà. Il n'y a aucune raison pour que les marchés flambent, avec tout ce qui a été dit, et il n'y a aucune raison pour qu'ils s'effondrent. Voilà. Et donc, dans ce cadre-là, notre conseil chez Ibou, c'est de privilégier le stock picking. Voilà. On est dans une période où le stock picker va gagner. Et donc, voilà, bien sûr, on vous recommande d'aller vous abonner chez Ibou, parce que, voilà, le stock picking, c'est notre métier, l'analyse financière, c'est notre métier. Mais en tous les cas, même si vous ne le faites pas, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, et à très bientôt avec l'équipe Ibou.